Vous allez prendre une photo qui sera pour le rendu de cette conférence. Ah, je vous rejoindrai ensuite. Bien sûr, profitons-en. Voilà. Merci beaucoup. Hein? Voilà, je prendrai une photo avec. Et Allah, Sidi. Merci. Merci. Bien. Merci pour vos interventions pertinentes et je vous assure, ce n'est qu'un début parce qu'on pourrait rester encore des heures à analyser là-dessus et rencontre très rapide au HCP et au ministère. Si c'est Adli, vous avez des rendez-vous pris. Hein. Alors, nous allons maintenant passer au panel 2 immédiatement. Alors le panel 2 sera, lui, consacré au rôle des services dans les secteurs productifs. On en a beaucoup parlé, les services sont très présents dans l'ensemble de l'économie, et là, on va s'attaquer au secteur productif. Pour cela, j'invite à me rejoindre Si Mohamed Bachiri, président du groupe Maroc Industrie au sein de la CGM. Tfaddal Si Bachiri, ravi. Si Youssef Shraibi, président de la Fédération marocaine de l'externalisation des services. Tfaddal. Si Youssef. C'est Mohamed Talal, président de l'Association marocaine du transport et de messagerie. Et enfin, c'est Ali Tazi, président de Tijara. Alors, messieurs, ravi en tout cas. Où est Youssef Fadel? Est-il là? Directeur général de l'industrie. Comment allez-vous? Ravi en tout cas de vous avoir. On a beaucoup parlé de l'imbrication services et secteurs productifs. On va avoir aujourd'hui la démonstration avec au moins 4 domaines d'activité qui sont dans lesquels les services sont très présents. Et je vais démarrer peut-être par la direction générale de toute l'industrie. Si Youssef, alors, le secteur industriel, puisque vous en avez la charge, est un grand consommateur de services. Et alors, comment c'est, au-delà du potentiel, de l'existence, de la part dans la chaîne de valeur, moi, ma question serait, comment est-ce que ces services contribuent réellement à la compétitivité de l'industrie? Merci, Simlouk. Je voudrais tout d'abord féliciter à mon tour donc, la Fédération du commerce et services pour cette initiative, pour l'organisation des premières assises des services et pour le choix de la thématique, donc, qui met en avant un secteur aussi important que celui des services. Donc, pour revenir à votre question, donc, on sait que la pression concurrentielle, donc les attentes des marchés et des clients, les exigences d'ordre réglementaire, normatif et environnemental imposent aujourd'hui aux entreprises, surtout les entreprises industrielles, d'adopter un certain nombre de stratégies qui leur permettent de faire face au quotidien à la concurrence et répondre à ces exigences, aux exigences que je viens de citer. Donc, parmi ces stratégies, donc, il y a l'externalisation et le recours à des services fournis par des prestataires externes. Donc cela, c'est dans l'objectif de permettre à l'entreprise de se focaliser sur ses activités principales et d'avoir une certaine flexibilité au niveau de son fonctionnement. Et surtout, de pallier les faiblesses qu'il aura décelées ou combler donc, des moyens techniques, voire technologiques et des compétences que l'on aura jugées insuffisantes pour atteindre ces objectifs, que ce soit en termes de performance, en termes d'optimisation des coûts et en termes de compétitivité d'une manière générale. Donc, à partir de là,
Donc on voit que le rôle des services est crucial dans la compétitivité des entreprises. Et il y a plusieurs formes dont les services peuvent contribuer à cette compétitivité. Et là, on peut donner des exemples, ça a été dit ce matin. Donc, il y a plusieurs types de services donc, de support donc, à la production, à la logistique, des services technologiques, des services liés à l'innovation, les services pour l'amélioration de la qualité et des standards, etc. Et j'en passe. Donc l'ensemble de ces secteurs-là, et surtout, les services à forte valeur ajoutée, donc tout ce qui est services d'innovation, des services technologiques, l'outsourcing, etc., sont un facteur essentiel pour renforcer la compétitivité des entreprises, puisqu'ils permettent d'aider l'entreprise à optimiser ses coûts, donc grâce à des processus efficaces, donc de moderniser son outil de production, donc grâce à l'intégration de solutions technologiques de type solutions industrie 4.0, AI, etc. Donc de répondre aux exigences d'ordre environnemental, des exigences de la durabilité, de la nécessité d'optimiser la consommation énergétique, de décarboner, etc. Et de se mettre aux standards mondiaux et surtout lui permettre également d'innover pour développer de nouveaux produits et de nouveaux procédés. Donc à partir de là, et ça a été dit ce matin, donc l'industrie dépend fortement des services pour fonctionner de manière efficace et accroître sa compétitivité. Et là, on peut citer quelques exemples, puisque si Bachiri est avec nous, on peut citer l'exemple de l'industrie automobile, qui dépend fortement donc, de l'efficacité logistique et de la gestion donc, des chaînes d'approvisionnement, et dépend également des services donc, liés au développement technologique pour automatiser ces lignes, mais surtout dépend également des services de design, d'ingénierie et de R&D pour développer de nouveaux produits, de nouveaux modèles. Donc une très nette imbrication, bien entendu. Vous avez la lecture vue sur divers secteurs, effectivement. Je vais peut-être passer à Ssi Bachiri, qui lui, non seulement va intervenir d'abord, bien entendu, par rapport au secteur qu'il maîtrise, dans lequel il a évolué pendant plusieurs années, qui est celui de l'automobile, comment les services sont un élément déterminant dans la compétitivité du secteur de l'automobile. Mais au-delà de ça, l'expérience que vous avez vécue dans le cadre de Maroc Industrie vous a certainement amené à avoir une vision sur l'ensemble des secteurs industriels et la manière avec laquelle les services sont présents. Merci, c'est Mustafa. Donc, tout d'abord, je tiens à remercier le président de la Fédération du commerce et des services pour son invitation et pour la qualité de l'organisation de ces premières assises. Et j'espère, Inch'Allah, qu'ils vont évoluer avec le temps, se développer pour plus d'efficacité pour notre économie. Sur la partie industrielle, d'une façon générale, sur les 25 dernières années, par exemple, si on prend la quote-part de la valeur de l'industrie dans le PIB, il a été multiplié par 5. Aujourd'hui, si je prends le secteur de l'automobile que je connais un peu, c'est la première filière exportatrice du Maroc. L'année dernière, on a exporté 13 milliards d'euros de voitures et d'équipements automobiles. Et cette année, je pense qu'on va aussi aller encore plus loin par rapport à l'année dernière. Alors, si on est arrivé à ces résultats, c'est bien sûr grâce à la vision royale de Sa Majesté le Roi, à toutes les stratégies sectorielles qui ont été déclinées par les différents gouvernements, mais aussi par la contribution forte et déterminante de nos différents partenaires. Et dans les partenaires, je citerai, au-delà des équipementiers qui nous fournissent les pièces, la partie service. Et dans la partie service, par exemple, si je prends le transport logistique qui fonctionne avec nous, il y a 53 000 camions qui rentrent chaque année dans nos deux usines au Maroc. Voilà, pour vous dire un peu l'échelle dans laquelle on gravite sur ces sujets. Mais il n'y a pas que le transport, il y a différents services. Et c'est grâce à la contribution de ces services et surtout au challenge qu'on se fixe mutuellement qui a permis à ce que la filière automobile est ce qu'elle est aujourd'hui.
Alors, les challenges qui nous attendent sur le moyen terme au niveau de l'automobile sont nombreux. Ces challenges, c'est les mêmes challenges qui attendent nos partenaires, donc les services avec lesquels on travaille. C'est d'abord l'innovation technologique, et je pense qu'il y a un grand effort à faire en matière d'innovation et de technologie sur les services qui sont offerts aujourd'hui à différents clients au-delà de l'automobile. Je vous cite un exemple. Nous, on a à peu près au niveau de Tanger 8000 salariés. Une grosse partie, c'est des opérateurs. Il y a ceux qui habitent à Tétouan, à Tanger, à Silla. Ils prennent les bus en 3 équipes. Et on doit être sûr que l'opérateur, il est là à 7 heures du matin pour démarrer la chaîne. S'il n'est pas là, la chaîne ne démarre pas. Et donc, on a besoin de cette information avant 7 heures du matin. Et donc, cette information dans le bus, c'est les capter au niveau informatique avec un badge. Et s'il sort sur la tablette iPad de son chef d'équipe, qui est déjà à l'usine, il est sûr que son collaborateur va venir ou ne pas venir. Donc, la prestation de transport, c'est du classique. Ce que je veux dire par là, c'est acheter un bus, transporter, etc. Mais des services associés à ce transport sont fondamentaux pour assurer l'efficacité des industries qui tournent autour. Et ça, ce n'est qu'un simple exemple. On peut citer plusieurs exemples sur le tracking des emballages, sur plein de sujets. Et la partie digitale, il faut investir pour qu'on sorte d'un schéma de fonctionnement classique des services qui sont offerts à d'autres services. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est aujourd'hui, il y a un certain nombre de services qui ne bénéficient pas d'écosystème, de stratégies sectorielles spécifiques. On a des politiques sectorielles globales, mais sur des secteurs bien précis de services, il n'y a pas de stratégie spécifique. Il faut absolument qu'on travaille ensemble sur ce sujet pour qu'on puisse définir des objectifs mutuels clients-fournisseurs, partenaires, je ne dirais pas fournisseurs, mais partenaires, pour qu'on puisse avancer et trouver les meilleures solutions par rapport à ce sujet. Le troisième point, c'est la compétitivité globale. Et dans la compétitivité, vous savez que les voitures qu'on fabrique, par exemple, à Tanger, c'est les premiers véhicules qui sont vendus sur le marché européen pour les particuliers, depuis 2017, la Sandero. Et donc, on a besoin toujours à ce que ce véhicule reste compétitif parce qu'il y a de la concurrence de façon incroyable que vous ne pouvez pas imaginer sur ces marchés. Et pour qu'on puisse garder notre compétitivité, tous les partenaires avec lesquels on travaille doivent être compétitifs. Donc, vous analysez toute la chaîne de valeur. Voilà, et on descend sur la chaîne de valeur, service par service. Très bien, en tout cas, c'est une première introspection dans l'univers de la compétitivité à travers la lecture service ou industrie. Si tu permets, sur Maroc Industrie, nous avons créé c'est un think tank qu'on a créé au niveau de la CGM en 2019, juste avant Covid. C'était bien qu'on l'a créé juste avant Covid parce que ça nous a beaucoup servi pour trouver des solutions pour les différentes fédérations industrielles. Mais ça reste un think tank au service de l'industrie de façon générale. Chaque fédération industrielle, ils sont 13, a ses responsabilités, ses statuts, son fonctionnement, ses spécificités. Par contre, les 13 fédérations industrielles ont un dénominateur commun ou des dénominateurs communs sur lesquels il faut travailler, notamment sur l'innovation, sur l'intégration en profondeur, sur la recherche et développement, sur la formation, sur le Made in Morocco, sur la commande publique. Ce sont ce type de sujets transversaux qu'on anime au niveau de Maroc Industrie. Et l'exemple que je pourrais citer, c'est l'organisation de la Journée nationale d'industrie. On est à la 2e édition, donc c'est le groupe Maroc Industrie qui la porte au niveau de la CGM avec le ministère de l'Industrie. Et donc on définit ensemble les axes. Et voilà, donc c'est des sujets comme ça. Et c'est bien qu'on puisse échanger avec la création de Maroc Service pour qu'on puisse capitaliser sur ce que nous qu'on n'a pas bien fait et pour aussi trouver un mode de fonctionnement entre nos deux institutions pour qu'on puisse avancer de l'avant pour l'intérêt de l'industrie et pour l'intérêt des services. Alors, autre domaine que nous allons, merci Sibachiri, autre domaine que nous allons aborder, c'est celui de l'externalisation des services avec Youssef Chraibi. Vous êtes président de la Fédération marocaine de l'externalisation des services et vous êtes dans ce service et vous avez réussi à mettre en place une structure qui a clairement identifié vos métiers, vos activités. Vous avez aujourd'hui un contrat programme avec les pouvoirs publics et je pense que l'expérience que vous avez vécue peut beaucoup servir à d'autres secteurs d'activité dans les services pour s'organiser et c'est extrêmement important que vous fassiez partie du groupe Maroc Service. Parlez-nous de cela.
Je vous remercie déjà pour votre invitation et en premier lieu au président de la Fédération du commerce et services de nous donner l'occasion justement de partager cette expérience. Et je pense que ça peut être un cas d'école au Maroc, puisque c'est un secteur qui n'existait pas il y a 25 ans et qui est aujourd'hui dans le top 5 des plus grands générateurs de revenus à l'export pour le Maroc et dans le top 3 des créateurs d'emplois. En fait, quand on prend les 3 demandes qu'a exprimées le ministre de l'Industrie, M. Riyad, tout à l'heure, Mzour, c'est vrai que chez nous, les revenus et l'emploi, c'est totalement lié, puisque on ne vend que de la matière grise, en fait. Et je vais vous donner un chiffre. L'outsourcing, aujourd'hui, c'est 18 milliards de dirhams de chiffre d'affaires à l'export. Cette année, on devrait être aux alentours des 20. C'est équivalent à ce que fait l'aéronautique, par exemple. Mais on n'en parle pas assez, en fait. On parle beaucoup d'automobile, d'aéronautique, et c'est vrai que c'est des success stories exceptionnels. Mais en termes de poids, sur les revenus à l'export, en fait, l'outsourcing, ça va être plus que l'aéronautique, parce que nous, on n'a pas d'intrants. On n'a pas de problématique de taux d'intégration. On est à 100%. On ne vend que de la matière grise. Et on permet au Maroc de s'insérer dans l'économie du savoir, qui est l'enjeu de demain, avec tout ce qui concerne notamment l'intelligence artificielle, où on est au premier poste pour jouer un rôle majeur et valoriser les talents qu'on a, essentiellement humains, encore une fois, pour pouvoir insérer durablement notre pays dans cette carte mondiale. Au niveau, en fait, de notre organisation, en fait, nous, alors l'outsourcing, c'est à la fois un métier en fait, qui a plus un principe d'externaliser, de faire appel à des prestataires extérieurs pour gérer des fonctions internes qui sont initialement moins stratégiques, mais qui peuvent l'être de plus en plus. Et donc, on s'est organisé par métier. La relation client, qui est le segment le plus important en termes d'emploi de revenus, l'IT, le BPO, donc c'est tous les métiers de back-office. Les eaux, c'est toute l'ingénierie non informatique. Donc là, il y a de très beaux exemples justement de convergence possible entre l'industrie et les services, puisque ce sont souvent les mêmes acteurs qui ont implanté des usines au Maroc, qui font également appel à des outsourceurs qui vont gérer par exemple de la conception assistée par ordinateur pour des constructeurs automobiles. Et puis le dernier segment est encore balbutiant, mais très intéressant en termes de création de valeur. Ça concerne ce qu'on appelle le KPO, c'est le Knowledge Process Outsourcing. Et donc là, c'est vraiment ce qu'on appelle du brain sourcing. C'est qu'on va chercher des Marocains qui sortent de grandes écoles. Ils vont travailler sur des études pour le compte de grands cabinets de conseil internationaux. Et donc, c'est également une façon d'externaliser de la recherche et de la constitution de données initiales qui servent ces grands acteurs internationaux. Et puis, il y aura également d'autres écosystèmes à développer dans les RH, dans tout ce qui est juridique. En fait, l'intérêt de notre secteur, c'est que c'est illimité. Tout ce qui peut être externalisé est le bienvenu au Maroc, d'autant qu'on bénéficie de cette proximité géographique, culturelle et linguistique qui est essentielle chez nous. Et là, il faut bien se rendre compte que nous, notre modèle, c'est pas la Chine, c'est pas l'Asie du Sud-Est, enfin en tout cas pas toute l'Asie du Sud-Est, mais ça va être l'Inde. Et le décollage extraordinaire de l'Inde depuis 30 ans, c'est lié à ces services et au fait qu'ils aient pu avoir des champions nationaux qui ont développé cette industrie de façon considérable en termes de création d'emplois et de valeur. Et donc le Maroc est vraiment positionné pour avoir la même position vis-à-vis de En tout cas, on voit l'évolution du secteur de l'offshoring et c'est son impact dans l'économie, et je pense qu'il y a effectivement un large potentiel. Alors, autre secteur, c'est celui de la logistique. Et vous êtes très présent, c'est Mohamed Talal, dans la logistique et la messagerie. Est-ce que vous pourriez nous parler de la large place? Parce que parfois, on vous considère aussi comme étant acteur dans les services, principalement. Et vous avez réussi aussi à vous structurer par rapport en termes d'organisation pour défendre les intérêts de votre secteur et démontrer de votre implication dans la compétitivité des secteurs productifs.
D'accord, merci Mustafa. Donc on remercie la Fédération du commerce et des services pour nous avoir invités, la CGM également. En tout cas, je suis très content d'être ici aujourd'hui. Je vais essayer d'être assez rapide. Effectivement, le timing est Ouais, là. mais ne me dis pas que c'est 14 secondes. Non, vous avez encore le temps. Vous avez encore le temps. On va relancer J'ai le... l'habitude, après 27 ans, la On CGM, les a c'est fait bon. premier tour de table et deuxième, donc ne vous inquiétez pas. Juste, je voudrais juste préciser une chose. Aujourd'hui, l'entreprise marocaine, encore plus aujourd'hui qu'hier, est confrontée à des aléas géoéconomiques et géopolitiques très importants. Exemple, président Trump qui prend une position claire et précise en disant on va imposer dorénavant les droits de douane sur les importations en provenance d'Asie. Il remet en cause les accords de l'ALENA, notamment avec le Canada et le Mexique, sur le plan économique. Vous avez également en Europe, par exemple, la taxe carbone qui va être imposée, qui a commencé déjà, qui va commencer de plus en plus sur les 5 prochaines années, sur tous les imports en Union européenne. Tout cela et bien d'autres décisions font que le monde de demain est incertain et le chef d'entreprise marocain est confronté à un monde incertain. Donc face à ce monde incertain, encore plus aujourd'hui qu'il y a 20 ans, comment peut-il prendre des décisions d'investissement sur du long terme? C'est quasiment impossible. Vous ne pouvez pas lancer un bâtiment, construire un bâtiment qui va vous coûter quelques centaines de millions de dirhams ou investir dans des flottes de transport relativement importantes, sachant que votre marché peut se transformer demain ou après-demain. Vous ne pouvez pas démarcher, vous pouvez gagner de nouveaux marchés. Donc l'entreprise marocaine doit être, elle doit être flexible, parce que justement les aléas du marché et la volatilité font que demain les volumes peuvent changer. 2, vous pouvez perdre des marchés. Donc ça, c'est par rapport à la flexibilité. La réactivité, vous avez une demande qui arrive très rapidement et pouvoir répondre du jour au lendemain, alors qu'investir en lourd, ça prend beaucoup de temps. Il faut recruter des chauffeurs, il faut les former, il faut investir dans des véhicules, il faut investir dans des flottes, il faut mettre en place des organisations. Ça prend du temps. Le temps que vous soyez prêt, le marché est déjà parti. Donc, le chef d'entreprise a besoin de réactivité. Vous avez également une troisième problématique qui est la compétitivité. Aujourd'hui, une entreprise industrielle, quand elle intègre, elle se croit spécialiste dans tous les métiers. Ce n'est pas vrai, chacun a son métier. L'entreprise qui fait du gardiennage est spécialiste dans les métiers du gardiennage parce qu'il fait ça tous les jours que Dieu fait. Il fait de la R&D, il fait beaucoup de recherches sur ce sujet-là, alors que l'entreprise industrielle, elle, fait appel uniquement à ce service. Donc elle ne peut pas être encore plus performante que l'entreprise pour laquelle est-ce qu'elle a sous-traité à l'extérieur. D'accord. Ensuite, vous avez également comment on appelle ça, la résilience. Le Covid en est un exemple. Le Covid est arrivé, c'est un choc pour les entreprises. Elles se sont retrouvées du jour au lendemain démunies, avec une masse salariale importante, avec des moyens importants, avec des coûts fixes importants. Heureusement que l'État a mis en place des solutions pour, disons, apporter des solutions pour leur survie. Donc tout cela démontre très clairement qu'aujourd'hui, les entreprises de services ont un rôle primordial et central à jouer dans le système économique et que les entreprises marocaines doivent se concentrer sur leur core business et sous-traiter et externaliser la partie logistique à des opérateurs. Dans le domaine de la logistique que nous connaissons le mieux, un entrepôt logistique, pour vous, c'est un bâtiment industriel, mais pour nous, c'est un outil de production. Ce n'est pas un bâtiment. C'est un outil de production avec une capacité de stockage, avec une rotation à quai, charger un semi-remorque en 18 minutes, c'est pas charger un semi-remorque en 1 heure, avec des process qualité qui sont en place, et on fait ça tous les jours. Jamais l'entreprise industrielle ne pourrait être plus compétitive et plus spécialiste que le prestataire qui, lui, fait ça tous les jours que Dieu fait. Sans compter qu'en termes de compétitivité, elle reste toujours plus compétitive, parce que l'entreprise de service, elle, mutualise des moyens. Quand vous faites des jus d'orange, produisez des jus d'orange, vous vendez. La période de haute saison, c'est Ramadan, jusqu'à la fin du mois d'août. Ensuite, c'est là où vous faites 70% de vos ventes, 80%. Le résultat, c'est 20%. Alors que quand vous investissez en propre, vous avez des bâtiments, vous avez des flottes qui sont là toute l'année. C'est des CAPEX et ce sont des OPEX qui sont là dans le temps et qui sont là tous les mois que Dieu fait et que vous payez. D'accord ? Donc le fait d'externaliser fait que vous êtes très flexible par rapport à un marché. Vous pouvez absorber les volatilités, vous pouvez résister aux chocs économiques qui peuvent arriver, mais également vous avez aussi des ouvertures de marché. Pour ne pas parler de logistique, on va passer à la partie messagerie que je préside aujourd'hui au niveau de la fédération. C'est aujourd'hui un métier. Vous prenez n'importe quelle entreprise implantée au Maroc, elle peut livrer demain un colis de 1 kg, 1,1 kg parce que c'est un monopole de la Poste en dessous d'1 kg, 1,1 kg à Tinrir demain matin et encaisser les 400 dirhams qu'il faut encaisser au moment de la livraison. Ce qui est impossible aujourd'hui pour l'entreprise industrielle, parce que sur le plan économique, ça ne serait pas du tout rentable. Alors qu'une entreprise de messagerie, elle, fait ce qu'on appelle du groupage. Donc elle ramène de la marchandise en entrepôt, elle groupe la marchandise, elle expédie en semi-remorque vers une plateforme de distribution
Nous, aujourd'hui, on tourne sur la voie express avec 17 plateformes de distribution. On a une plateforme à Agadir, on décharge à Agadir, et une nouvelle flotte qui recharge, et chacune part livrée dans des régions reculées du Maroc, en encaissant des valeurs. Et le lendemain matin, vous avez, via l'application mobile, vous avez automatiquement vos fonds chez vous. Donc, ça vous ouvre également des marchés importants. Et l'entreprise industrielle, quand on regarde bien, qui fabrique un produit agroalimentaire, son véritable métier, c'est quoi? Je pense que c'est la marque, c'est le marketing, c'est le contrat juridique. Et même peut-être que la production devrait être sous-traitée, et c'est pour ça qu'on parle de MDD, et la partie logique devrait être sous-traitée, parce que ça lui permet d'être beaucoup plus flexible, et à elle de se concentrer sur son métier de base, qui est le marketing, qui est la R&D dans les produits qu'elle va développer, et créer beaucoup plus de valeur. Merci. Merci. En tout cas, un autre secteur donc, qui a été évoqué et qui est aujourd'hui en pleine évolution en termes de structuration et de défense de sa position, et qui est extrêmement stratégique. Alors, autre domaine d'activité, la distribution. Si, Ali Tezi, vous êtes président de la Fédération nationale des métiers de la distribution des produits de grande consommation, qu'on appelle Tijara, et vous êtes en même temps des distributeurs, vous êtes dans le commerce, vous êtes dans la logistique, vous êtes dans les services. Comment est-ce que vous faites, c'est la question que je vais vous poser, mis à part votre structuration en tant que Tijara, vous allez nous en parler, comment est-ce que vous faites quand vous avez une problématique, vous vous adressez à quel ministère, à quelle administration, ou alors vous vous adressez à tout en même temps? D'abord, je voudrais remercier la Fédération pour l'invitation pour la tenue de ces assises, et féliciter la CGM aussi pour la parfaite organisation de cet événement. Le secteur de la distribution au Maroc joue un rôle majeur dans l'économie nationale. Donc il représente à peu près entre 10 et 15% du PIB national, avec un chiffre d'affaires autour de 200 milliards de dirhams. C'est un secteur dynamique et qui englobe plusieurs activités complémentaires, le commerce de détail, le commerce de gros, le e-commerce. D'ailleurs, cette problématique de nomenclature fait que nous sommes un peu larges dans le calcul du chiffre d'affaires global de ce secteur de distribution. Tijara est une fédération donc, créée en 2016 et qui englobe en fait, qui représente 30 grands acteurs du secteur de la distribution des produits de grande consommation. On est plutôt dans les produits de grande consommation. Et nous avons plus de 20 000 employés au sein des membres de la fédération Tijara et autour de 80 milliards de dirhams de chiffre d'affaires global pour les membres de Tijara. Alors, nous sommes organisés avec des commissions thématiques qui sont liées à des services, justement, des commissions de commerce, commissions de e-commerce, commissions de supply chain, logistique et environnement. Et nous proposons toujours, en tant que force de proposition aux instances gouvernementales, nous avons beaucoup de relations avec les différents services comme l'AMDI, Imanor ou l'ANSA ou le FPPT, à travers ces commissions-là. Donc le ministère du Commerce et de l'Industrie est notre ministère de tutelle et nous avons beaucoup de relations directes avec eux, donc avec toutes les équipes en place à travers ces commissions. Merci. C'est Ali, vous voulez rajouter quelque chose peut-être? Non, ça va. Je reviendrai donc très rapidement pour un dernier tour de table. Sidi Bachiri, Maroc Service, quelles sont les recommandations ou les apports, les contributions que vous allez leur apporter en tant que Maroc Industrie? Écoutez, la réussite de la filière industrielle et la réussite de la filière des services, ils sont intimement liés. Donc votre réussite, c'est la nôtre et vice-versa. Il faut absolument qu'on se parle vrai, qu'on se dise des choses et qu'on construise ensemble une feuille de route pour vous et pour nous, pour le pays. S'il y a deux points qui me tiennent à cœur, le premier point, c'est tout ce qui est externalisation de la main-d'œuvre, des sujets comme ça. On n'est pas du tout bon et on n'est pas du tout efficace pour plein de raisons.
Il ne faut pas accuser qui que ce soit, c'est un constat global. Et parmi les sujets sur lesquels on doit absolument travailler pour faire avancer ce sujet, c'est la refonte du code du travail. Parce qu'en termes de flexibilité au Maroc, il y a beaucoup de choses qui restent à faire pour qu'on puisse ajuster l'outil de production à la demande et en même temps préserver dans les meilleures des conditions l'emploi et préserver la compétitivité des entreprises. Il y a des idées, il y a des choses qui sont testées dans des entreprises. Nous en avons déjà quelques-unes. On est allé au-delà du code de travail, mais ce type de sujet, si on s'assoit à table ensemble, on peut le faire avancer et c'est pour le bien de tout le monde. Le deuxième point qui me paraît important, c'est tout ce qui est normes de qualité de service. Il faut absolument que quelques filières de services soient structurées au sein de leur organisation à travers des normes de qualité, à travers des chartes d'engagement, à travers des chartes d'éthique, pour montrer aux industriels et aux entreprises clientes qu'il y a de la transparence et qu'il y a un engagement par rapport à ce sujet. Moi, je pense que c'est ces deux éléments importants. Troisième sujet, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est la digitalisation, la numérisation et l'innovation dans les services qui sont rendus. Il faut qu'on sorte du schéma classique de « je fais un service » il y a 20 ans, 30 ans, et c'est le même service que je dois offrir maintenant en 2024, en 2030, en 2035. Ça, c'est deux business models différents. Et on a la chance d'avoir, par exemple, ça dit tout à l'heure sur la partie outsourcing, c'est pour développer des services, il faut s'impliquer aussi dans la stratégie nationale de digitalisation à l'horizon 2030. Moi, j'ai vu les chiffres, il y a à peu près un potentiel de 100 milliards de dirhams de valeur ajoutée par rapport au PIB actuel. Donc, j'en pense qu'il y a énormément de solutions à faire. Et ça pourrait créer de l'emploi, ça générer des chiffres d'affaires supplémentaires pour différentes entreprises et services, mais aussi pour les entreprises industrielles. Et Talal l'a dit tout à l'heure, nous, notre cœur de métier, c'est de produire des véhicules. Ce n'est pas de faire du gardiennage, du transport, de la sécurité, de la restauration, de la logistique, etc. Ça, chacun son métier. Mais d'une façon globale, il faut absolument qu'on avance sur ces sujets d'innovation et on fait une rupture par rapport à la qualité de service. Je dis tout à l'heure un exemple sur la partie transport personnel, mais il y a tellement de sujets sur lesquels on peut avancer. Et la partie flexibilité, refonte du code de travail. On a avancé sur le droit de grève. On était ensemble au conseil d'administration de la CGOP, ça c'est bien. Mais maintenant, il faut attaquer ce sujet parce qu'il y a une partie des services qui sont offerts qui méritent un peu une restructuration sur ce sujet. Voilà ce que je vous dis. Merci Sébastien. En tout cas, le rendez-vous, mis à part le HCP et le ministère, voilà, Maroc Industrie est une rencontre imminente, je suppose. Alors, vous avez parlé de digitalisation, de technologie, etc. Je vais me retourner vers Youssef Cheribi en lui disant qu'aujourd'hui, on est devant d'autres transformations, l'IoT, le big data, l'intelligence artificielle, avec, pour certains, des craintes de perte d'emploi, mais pour d'autres, probablement l'opportunité pour positionner notre pays et ouvrir de nouveaux chantiers avec des créations d'emplois à la clé. Oui, effectivement, l'intelligence artificielle a très souvent été présentée comme une vraie menace pour nos métiers. Et on a pensé que les robots allaient facilement remplacer des humains. Et la réalité, c'est qu'on voit que c'est une extraordinaire opportunité pour nous d'enrichir notre offre. Et notre conviction aujourd'hui, c'est la réponse que je donne toujours, ce n'est pas les robots qui vont remplacer les humains, c'est les humains qui utilisent intelligemment les robots qui vont remplacer les humains qui ne les utilisent pas. Donc aujourd'hui, on est devenus, nous, parmi les premiers utilisateurs de ces solutions et on crée un nouveau métier d'intégrateur de ces solutions. Parce que dans les solutions d'intelligence artificielle, elles sont très souvent vendues comme étant magiques et pouvant gérer des tâches très complexes. La réalité, c'est que le gros de la valeur des solutions d'IA est lié au corpus d'apprentissage et à la façon dont on va entraîner ces machines et les coacher. Et c'est un vrai métier, avec aussi des problématiques d'intégration fonctionnelle et d'intégration aussi technique, puisqu'il faut pouvoir interagir avec les différents systèmes d'entreprise pour avoir des données fiables et actualisées. Donc là encore, dès qu'on parle d'IA, la composante données est fondamentale et il y a beaucoup de travail humain à faire pour y parvenir. Alors nous, par exemple, on a à Madagascar des équipes, enfin je ne vais pas parler de mon entreprise en particulier, mais les outsourceurs au Maroc font aussi bien appel à des ingénieurs ici pour intégrer des solutions d'IA dans leur offre, mais font aussi appel
à des ressources dans des pays à moindre coût pour pouvoir alimenter ces datasets d'apprentissage, par exemple. Et là, c'est aussi des milliers d'emplois qui, en permanence, vont faire ça. Alors, juste pour conclure, je répondais à votre question sur l'IA, mais là, j'en profite parce que pour moi, c'est vraiment le point commun qu'on peut avoir dans les différents métiers de service. Donc, on a compris, notre métier de base repose uniquement sur l'humain et sur ce capital humain. Et il y a un vrai dénominateur commun de carence qu'on a aujourd'hui au Maroc en termes de formation qui concerne les soft skills. Et ça, c'est vraiment mon plaidoyer depuis maintenant quelques décennies. On a un vrai souci en termes, non plus techniques, parce qu'on a des filières techniques de plus en plus élaborées et pertinentes par rapport aux besoins du marché. Et on arrive, par exemple, nous, aujourd'hui, à créer 10 000 emplois par an, mais on pourrait en créer le double si on réglait cette problématique de communication, de langue, et qui est vraiment un gâchis monumental et qui fait que, du coup, on crée des emplois ailleurs en Afrique, puisqu'en fait, on n'a pas suffisamment de compétences au niveau, encore une fois, soft skills et non pas techniques. Voilà. Donc les soft skills et considérer la technologie comme étant une opportunité. C'est Talal, mais très rapidement, les 3 entraves qu'il faudrait lever pour que le secteur des services puisse réellement prendre sa grande vitesse de croisière. Il y en a beaucoup, je suppose, mais je vous en demande juste 3, pour des raisons de timing aussi. Bon, je vais essayer. J'ai envie de dire qu'il faut faire très attention. On parle de secteur informel, mais quelle est la définition du secteur informel? Je crois que c'est un vrai sujet, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Le BIT a sa définition, la HCP a sa définition, chacun a sa définition. Mais je veux dire, on parle du secteur informel sur ce qui existe aujourd'hui et passé. Mais il y a un nouveau secteur informel qui est en train d'arriver, on ne se rend pas compte. Et là, c'est l'un des premiers chantiers, justement, de Maroc Service. On va prendre des exemples très clairs. Vous avez de nouveaux métiers qui se créent aujourd'hui, qui ne sont pas du tout encadrés. La loi sur l'auto-entrepreneur est totalement détournée. Et aujourd'hui, vous avez des soi-disant salariés qui ne sont pas salariés, qui travaillent sous statut d'auto-entrepreneur, ou on appelle ça des freelance. Mais en fait, c'est un secteur informel qu'on est en train de créer. Et je pense être bien placé depuis maintenant 29 ans que je suis à la Fédération de transport en tant que vice-président. On a lancé la loi 1699 en 2003 pour libéraliser le marché du transport où 80% du marché était informel. Il est toujours à 80%. Parce que le lobby du secteur informel est très puissant dans le transport. Il est très difficile de le faire entrer dans le secteur formel. Et aujourd'hui, on voit des livreurs, je ne vais pas citer de nom, vous les voyez tous à moto en ville, ils n'ont aucun statut. Ils travaillent entre guillemets au black, ils encaissent au moment de la livraison. On est en train de créer un secteur informel qui va devenir encore plus puissant que le secteur du transport. Avec des motos qui ne sont pas faites pour transporter des marchandises. Ils ont un caisson avec des marchandises, avec des colis par-dessus, et c'est une montagne. Attendez, on est en train de créer un secteur informel, il est en train d'arriver à grands pas. Et aujourd'hui, les pouvoirs publics doivent se positionner sur ce sujet-là, et le secteur privé doit jouer son rôle. En Europe, une directive européenne vient de réglementer tout ce secteur-là. C'est le cas de l'Espagne. Avec la loi également, la loi Riders, que vous connaissez également en Espagne, qui est également sortie. Maintenant, aujourd'hui, vous avez obligation de recruter les livreurs, de les former et de les déclarer, notamment en phrase Deliveroo, c'est un procès de 400 millions d'euros. Ils sont maintenant salariés de la structure et il faut verser à l'URSSAF. Et leur demander de respecter le code de Bien entendu, aujourd'hui au Maroc, on laisse aller parce que, oui, vous avez un livreur qui vient vous livrer un sandwich à 2h du matin, vous êtes content, oui, d'accord, mais c'est le secteur informel, là encore. Et ça, c'est vrai pour tous les autres métiers qui se créent. Oui. Et j'ai l'impression qu'il y a vraiment un décalage entre la réglementation et même le code du travail. À mon sens, il est déjà obsolète. Vous avez des nouveaux métiers qui se créent aujourd'hui pour lesquels le code du travail actuel ne correspond pas du tout. On a aujourd'hui un problème de volatilité sur les jeunes talents qui veulent rentrer à 9h, sortir à 16h, ils privilégient la qualité de vie, ils veulent des nouvelles conditions de travail. Bon, c'est pas ma génération en moi, désolé, j'ai 60 ans aujourd'hui, je suis dépassé. Mais les nouvelles générations qui arrivent, je comprends parfaitement que ça ne leur convienne pas. Il y a lieu de s'adapter à ces gens-là et leur préparer un cadre. Et là, c'est un véritable travail du secteur privé. Mais vous avez un ton très jeune encore. Ça fait plusieurs années. Si Tazi, je vous demanderai la même chose. Quels sont les 3 dossiers que vous avez sur la table dans le cadre de vos activités qui mériteraient une solution? Oui, clairement, la formation aujourd'hui, comme ça dit, c'est la formation, comme la formation est un élément clé dans notre métier. Nous avons des vendeurs, nous avons des livreurs, nous avons des merchandisers, nous avons des opérateurs qui sont en frontal avec les clients, avec les consommateurs des fois.
Et on est dans un métier de service. Dans la distribution, c'est un métier de service. Avant tout, on rend service à nos partenaires, que ce soit des multinationales ou des partenaires locaux. Et la formation est quelque chose d'indispensable pour pouvoir avancer dans son secteur et fournir une prestation de qualité. La deuxième problématique que nous avons, c'est la digitalisation. Aujourd'hui, l'utilisation de la technologie devient de plus en plus une nécessité pour avancer et dans notre secteur d'activité en tout cas. On parle de l'IA. Aujourd'hui, la livraison se fait. On livre plus de 120 000 points de vente. Tout ce qu'on voit au niveau des épiciers et au niveau du modern trade, aujourd'hui, c'est fait par des distributeurs. Et il y a une logique de distribution qui s'appuie beaucoup sur la technologie. La distribution aujourd'hui est beaucoup plus, on va dire, technique et nécessite une efficacité opérationnelle de plus en plus pour des raisons d'économie et de cost. Troisième. Alors le troisième. Et dernier. Je vais parler de deux en même temps. Donc, l'innovation et la durabilité. L'innovation, on a besoin d'aller dans des logiques permanentes d'innovation. Donc, dans le monde de la distribution, l'innovation reste un élément majeur. La durabilité, aujourd'hui, on distribue. La taxe carbone, elle est sur nos épaules. On doit réfléchir à comment distribuer sans empreinte carbone importante. Donc, c'est un sujet qu'on traite au niveau de Tijara d'une manière assez sérieuse. On peut revenir avec des solutions qui optimisent au maximum l'empreinte carbone. Des priorités définies, on en a eu un certain nombre. Le mot de la fin à Sius Fadel, vous, en tant que directeur général de l'industrie, je pense que vous allez certainement être visité pour voir de quelle manière il peut y avoir une synergie entre le secteur des services et de l'industrie, puisque ces secteurs sont imbriqués, de manière à moderniser, à optimiser, à leur donner les moyens pour vous accompagner dans votre recherche de compétitivité. Très bien, effectivement, donc, comme ça a été dit, vous l'avez dit, ces deux secteurs sont très interconnectés, sont très liés. Donc un secteur ne peut pas se développer sans l'autre. Donc ça, c'est clair. Et le secteur des services a amplement contribué au développement industriel qu'a connu notre pays ces dernières années, et vice-versa. Donc, grâce à ce développement industriel, grâce aux politiques industrielles, qu'un certain nombre de branches de ce grand secteur services ont été développées. Je parle de la logistique, le secteur financier, etc., qui ont accompagné convenablement donc, le développement industriel. Aujourd'hui, et suite aux hautes instructions royales, notre industrie se prépare à inaugurer une nouvelle ère industrielle. Donc, et là, on doit consolider les acquis, développer de nouveaux métiers, de nouveaux écosystèmes, contribuer amplement dans les chaînes de valeur mondiales, dans un certain nombre de domaines, et tenir compte des évolutions, des tendances technologiques, sur le plan environnemental. Et les priorités sont claires, qui sont le développement de talents, la montée en gamme, l'innovation et l'accélération de la transition durable. Et pour cela, le rôle des secteurs est important, parce que c'est le catalyseur de cette transformation. Et le Maroc ne doit pas être vu uniquement ou seulement comme un pavillon de production, absolument, mais aussi comme un pavillon intellectuel, tout en étant capable de concevoir, de proposer et voire exporter des services à haute valeur ajoutée. Absolument. Donc pour cela, nous devrons tous travailler ensemble pour créer un écosystème intégré, donc des services autour de l'industrie. Absolument. Parce que nous devons remonter dans la chaîne de valeur. On
en développement et renforçant donc des maillons comme le design, Voilà, l'ingénierie, la R&D, etc. Et je pense que les initiatives portées aujourd'hui par la SEGEM sont une bonne base pour aller dans ce sens-là. Donc rendez-vous est pris. Et nous nous félicitons donc de la création, de la mise en place de Maroc Service, Oui. donc, qui pourrait être un interlocuteur idoine donc, pour aller vers cet écosystème intégré. Un autre point, et non des moindres, je pense que la réflexion doit être menée ensemble, c'est aller vers la collaboration entre les deux secteurs. Et là, la nécessité de mettre en place une plateforme collaborative. Très bien. Là, qui permettra donc un échange fructueux et l'échange des idées, d'informations, partager les tendances, etc. Et pourquoi pas mener des projets collaboratifs de R&D pour développer des solutions innovantes, etc. Et pourquoi même pas développer ensemble des programmes de formation croisés pour développer les compétences, parce que c'est quelque chose d'essentiel pour le développement des services liés à l'industrie. Merci, messieurs, pour toutes ces interventions. Je pense que ce sont que des préludes aux débats qui vont avoir lieu. On peut les applaudir. Merci, c'est Youssef Fadel, c'est Mohamed Bachiri, c'est Youssef Chreibi, c'est Mohamed Talal. Peut-être la photo d'équipe avec le président et le vice-président. C'est Mohamed Bachiri, c'est Youssef Chreibi, c'est Mohamed Talal et c'est Ali Tazi. Et bravo pour ces interventions pertinentes qui ouvrent la voie à des débats et à des échanges très intéressants. Et en tout cas, un rapprochement entre secteur des services et secteur productif, dont les secteurs industriels. Voilà. On va immortaliser tout cela avec des photos.